Hey, salutations chers auditeurs et spectateurs, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je suis plutôt satisfait de vous proposer une quatrième émission sur la thématique de la série La marchandisation de l'homme et des êtres vivants. Précédemment, on s'est fait le livre L'avenir de la nature humaine, allons-nous vers une sélection artificielle, un eugénisme libéral, où l'on aperçoit l'homme qui est sorti de sa dimension spirituelle, pourrait uniquement diminuer à cet ordre matériel, le biologique. Et pourtant, eh bien, la métaphysique offrait ses lois de morale, d'éthique, à la fois pour le bien personnel et pour se permettre de faire société, être avec les autres en totale correspondance, dans le respect des droits et des devoirs. Et à partir de là, on a vu qu'en fait, c'était l'existentialisme qui permet à chacun de réussir ce qui doit être. C'est le côté de pouvoir être soi-même. Et on a le côté de Kierkegaard qui nous l'affirme et qui croit d'ailleurs en la bonté de l'humain, en ses vertus qui seraient originelles, quand on a Sartre de l'autre côté qui, lui, nous affirme que l'homme, à la base même, quand on le remet à sa simplicité, est déjà barbare. C'est un être qui est guerrier et qui créera toujours des conflits, quoi qu'on puisse lui offrir comme cadre. Donc le mieux, c'est serrer la vis et à partir de là, de mettre des lois strictes. Donc c'est toute une structure organisée et le pouvoir être soi-même, eh bien, c'est la personnalité. Et en fait, ça s'en remet aussi donc à l'existentialisme, à la transmission de nos prédécesseurs. Ceux qui ont fait en sorte que la morale puisse traverser le temps. Distinguer le bien du mal, par exemple, et à partir de là, depuis le langage, nous structurer par le vécu et ce genre de choses, et nous permettre aussi notre propre biographie pour arriver à un moment ou un autre, rétrospective, on regarde ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, et on prend un nouveau cap pour tenter en tout cas d'améliorer la société. Le truc, c'est que sa réalisation intégrale, quand on se prend complètement, ça passe aussi par le fait d'avoir toutes ces aptitudes et des capacités comme les autres humains. Et l'égalité n'est donc plus uniquement demandée sur les lois, les droits, mais maintenant sur le biologique. Et pourquoi pas entrer dans le côté de l'esthétique, dont on va reparler après. Et à partir de là, ça a conduit les chercheurs à trouver ce qu'était le livre de vie, décrypter les différents signaux, les finalement rubans A, T, G, C et d'autres lettres encore qui existent, pour se dire pourquoi pas, une fois qu'on le met en informatique et qu'on est capable de le lire, eh bien d'aller faire mieux que ça, le modifier. On ne va plus laisser les anomalies et chacun pourra se réaliser en supprimant cétars, maladies et autres problèmes encore héréditaires. Et derrière, ça a questionné dans ce raisonnement sur l'homme ou un autre être vivant, eh bien dans le même environnement. Et celui-ci, par l'épigénétique et par bien d'autres encore interactions, vient à modifier aussi ces êtres-là. Entre autres, ce que le lamarckisme déployait à l'époque, une adaptabilité à l'environnement. Mais donc, que l'on agisse sur l'un ou sur l'autre, en fait, c'est effet répétiteur, voyez-vous. C'est, si j'interagis, je crée une modification sur n'importe quel être vivant, je vais en fait entamer une modification de la biodiversité, par exemple. Et c'était tout le dilemme de se dire, pouvons-nous intervenir sur le vivant au point de risquer l'extinction d'espèces, voire des mutations inattendues, et que faisons-nous de la technicisation du vivant, par exemple. Donc les technologies de la génétique, qui par leur développement font craindre des tas de choses, et portent atteinte aussi à l'image que nous nous étions constitués de nous-mêmes, et où finalement les rapports s'effacent, les hommes deviennent quelque part des objets. Et à ce moment-ci, on intervenait alors avec Baudrillard et la société de la consommation, qui nous dit que finalement, l'homme maintenant se met au service des objets, il vit à leur rythme. L'homme d'ailleurs devient même une marchandise, quelque part un produit que l'on pourrait confondre, puisque les frontières entre choses et êtres vivants s'effacent, entre inerte et, voyez-vous, en mouvement pareillement, et inorganique et organique tout autant. Donc là, il nous dit finalement, hein, les objets deviennent des instruments, des monuments pérennes, et ce sont eux qui survivent normalement aux générations d'hommes, et pourtant aujourd'hui,
eh bien, les hommes ont une tendance, voyez-vous, à avoir peut-être de l'obsolescence programmée et bien d'autres choses encore, et à se séparer bien plus vite des appareils, comment dirais-je, des objets qu'ils utilisent. Et finalement, on est dans une profusion où c'est la société de l'abondance, mais qui va entraîner derrière une inquiétude, la pénurie. Au moment où les hommes gagnent en confort et se disent « ça y est, on veut toujours plus de biens » et les objets deviennent finalement, voyez-vous, exponentiels, il y a une croissance de demande et de création qui arrive. Là où hier il nous fallait le strict minimum, aujourd'hui on veut toujours se couvrir de plus de technologies pour communiquer, avoir également des appareils qui par exemple font le ménage ou la vaisselle ou bien d'autres choses encore plus rapidement pour nous libérer du temps. Mais là, le dilemme c'est qu'en faisons-nous? Et comme le cerveau a été rendu plus disponible et mieux rempli qu'à d'autres époques par des connaissances qui se sont mis à croître, eh bien, des gens se sont dit qu'il fallait créer des générations de clones, des consommateurs, qui ne s'arrêteraient jamais dans cette frénésie de vouloir toujours être à la mode, au top, mieux que les autres. La concurrence entre les entreprises, tout comme la concurrence dans la mode et dans bien d'autres secteurs entre les particuliers consommateurs, qui d'ailleurs ne sont plus acteurs, puisqu'ils ont des effets de foule, suivent la publicité, les recommandations de la télévision, ce genre de choses. Donc, j'ajoute un peu d'éléments à ce qui a été dit aussi, et c'est pour vous montrer où on en arrive. Et à la page après 29, on voyait finalement le miracle de la télévision qui nous laisse entendre que c'est tout à fait basique, voyez-vous, de tout avoir comme ça et de consommer à outrance. Il y avait également le mythe du cargo qui nous était rapporté, où c'était quoi? C'était des Mélanésiens, vous voyez, des Occidentaux arriver, prendre quelques esprits si je puis dire, avoir plein d'objets, de produits à vendre, ayant des commerces multiples, et ils se sont dit un jour, nos anciens, ils reviendront avec des cargaisons, et en fait c'est ce qui nous sera dû. Et l'homme, entre autres occidental, lui, il voit exactement la même chose. Il s'est dit, il y a eu des conquérants, des gens qui sont partis à l'aventure, on s'est accaparé des terres, ce genre de choses, donc ça nous est dû. C'est à peu près ça qui était raconté. Et après, plus loin, on arrivait à, finalement, de cette croissance de confort, la façon dont on dépense l'argent. Donc il y avait notamment le tiers, par exemple l'État, qui peut intervenir pour les plus nécessiteux, puisque le côté financier n'a pas fait que tout le monde a le même pécule. Il y a des très pauvres, il y a des classes intermédiaires, et puis après il y a les riches, et encore ceux qui sont au-dessus, que l'on appellerait les mastodontes ultra riches. Donc il y a des dépenses collectives qui sont là pour satisfaire les besoins individuels, et on voit qu'en fait ils ne font qu'être plus importants, puisque bien, les demandes continuent de grimper. Et le dilemme était aussi inscrit avec le principe de population. La question était là. Des ressources limitées sur une terre finie, quand l'homme croît de façon géométrique, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et il y a un moment, eh bien, catastrophe. Au lieu de l'abondance que l'on voyait et que l'on était en train d'acclamer, parce qu'en effet, plus de mains étaient disponibles et les hommes étaient donc aux emplois, voilà que maintenant on manque de matière. Plus forcément, voyez-vous, la motricité qui a entraîné les mécanismes, les engrenages, voyez-vous, qui vont amener de la production. Ce qui manque, c'est la matière première. Alors il faut trouver d'autres commerces. Et c'est là où l'homme, justement, entre dans cette dimension-là. Il devient lui-même produit. Plus uniquement en location de ses bras ou de temps en temps de son cerveau. Sa chair, sa biologie, ses cellules, tout ça peut être, pourquoi pas, breveté. Ça peut arriver à là. Donc dans les dépenses, on voyait pour l'alimentation et les vêtements 1%, 13% pour les dépenses de logement, 67% pour les demandes d'enseignement, et on s'apercevait que majoritairement les finances étaient orientées vers les services pour octroyer plus de connaissances et de savoir. L'inégalité étant quand même pressante, eh bien on s'aperçoit que les instituteurs, les professions libérales et d'autres encore vivent à plus de 70 ans quand par contre les manœuvres
les ouvriers agriculteurs, eux, en subissent le prix et jusqu'à perdre la vie bien plus tôt. Ils ne profitent donc pas de ce pourquoi ils cotisent, par exemple, et on a une autre dégradation du cadre collectif qui se fait, puisque eh bien, les industriels sont là en train de pousser comme des champignons sur la champignonnière et vont faire des perturbations par le bruit, par la pollution atmosphérique, pollution des eaux. On avait également encore des sites et des perturbations de zones résidentielles. On s'est arrêté sur l'autoroute en faisant le comparatif avec le manifeste de Théodore Kaczynski. Et pareil, ces revendications contre l'hyperconsommation, la perte de dignité, où l'homme, ça y est, a franchi le pas, est devenu machine. Et alors après, on s'est conduit à ce gaspillage. Là où finalement les frigos sont remplis, on peut se permettre de temps en temps de poubelle. Ça a dépassé la date de péremption. L'appareil n'est plus aux normes. Je veux dire, on est déjà passé dans la qualité suivante. Poubelle. Ou au recyclage, pourquoi pas. Et d'ailleurs, dans son livre, à un moment, il parle que l'on aurait peut-être dépassé l'âge d'or quand on se permet, dans nos déchets, de jeter du verre. En fait, les bocaux de verre, les bouteilles en verre et tout ce qu'il en est, à des époques, c'était consigné. Aujourd'hui, on se permet de les acheter et de les jeter à la poubelle. Même si ça va être recyclé après, c'est qu'en fait, on est déjà dans une forme d'abondance. Vous voyez, on n'est pas à une bouteille en verre prêt à faire attention soit à l'écologie, soit au porte-monnaie. On se dit, c'est pas grave. Comme pour les pots de yaourt en verre et bien d'autres choses comme ça. Donc, il dit, avons-nous dépassé l'âge d'or? C'est toute la question. Après, il y a plein d'autres choses qui suivent dans ces développements, avec le martèlement de la télévision qui, depuis sa petite fenêtre, tout comme Windows informatique depuis une petite fenêtre, nous ouvre vers l'extérieur, le fait divers est amplifié et en même temps est tué dans l'œuf. C'est-à-dire que on nous dit, regardez ce drame, et puis il est chassé, il y a autre chose qui est présentée tout autant dans l'horreur, et hop, c'est chassé, et une actualité finalement en vient à faire évanouir une autre, et alors, eh bien, il y a à la fois le choc, et finalement le côté de faut s'habituer. Il y a autre chose qui arrive après. Donc plus de mobilisation des hommes pour faire régner le beau, le bon, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils sont forts dans ceci. Alors après, il y a différentes interventions qui sont citées, les différences de croissance et de société, et on s'est arrêté au fait que finalement les objets et tous ces besoins ne sont en rien pour que l'on puisse vivre une vie digne, être, voyez-vous, dans ses vrais projets, sa réussite, vivre sa vie, mais au contraire, que l'on soit finalement uniquement au rythme des objets et que tout ceci serve le système. Donc on est arrêté là, je vais vous lire la suite après. On a également pour ce direct un autre ouvrage, je l'ai pris sur internet, c'est un truc universitaire, et en le recevant j'étais dégoûté. 3/4 du livre c'est de l'anglais. Donc heureusement il y a encore des petites pépites à la fin en français, sinon je vais devoir le traduire. Et à la fin, donc, ça revient sur l'esthétique. Les personnes qui ne s'apprécient plus comme elles sont, mais ont besoin de changer le contenant et ne s'intéressent plus au contenu. C'est là où on a gagné en langage, on est alphabétisé, et à partir de là, normalement, on pourrait exprimer nos souhaits, nos vœux, nos moments d'échec, et puis la rétrospective, voyez-vous, l'introspection qui pourrait nous mener à dire, tiens, regarde ma biographie pour le moment, eh bien, ça donne 100 résultats. Est-ce que tu pourrais m'aider sur ces passages-là, là où sont mes erreurs, à ce que je franchisse le cap pour devenir meilleur? Mais au lieu de tout ça, non, c'est uniquement l'apparence qui prime. Et il y a bien d'autres choses encore que l'on va aborder. C'est vraiment 3-4 pages là-dedans. Dans celui-là, il y a à peu près 10 pages encore. Il y avait autre chose que je voulais vous dire dedans, qui revenait à un autre livre, c'est vivre, c'est déjà se rapprocher de la mort. Comprendre que nous ne sommes donc pas éternels, et à ce moment-là, l'apprécier, au lieu de se retrouver asservi et d'être
dans le dégoût de ce qui pourtant était magnifique. Ils vivent déjà dans une condition d'homme. Et c'est là où ça renvoie aussi, est-ce que c'est le corps qui ramène à l'esprit, ou est-ce que c'est l'esprit qui est finalement dans le corps, juste pour une vie matérielle, une vie humaine. Donc après, on a la révolution transhumaniste de Luc Ferry. Ça, c'est l'un des premiers livres qui m'a mis vraiment les pieds à l'étrier, aux étriers, et très fort. Autant le personnage n'est pas forcément agréable, autant sa plume, son écriture est compréhensible de tous. Et enfin, Jérémy Rifkin, Le siècle biotech, pour aujourd'hui, le commerce des gènes dans le meilleur des mondes, où l'on reviendra sur The Economist, qui voyait déjà à l'époque, de l'économique dans le génique. Là où ils veulent faire des coupes budgétaires, comme on l'avait vu avec le rapport du Sénat, je crois que c'était 673, qui faisait comprendre qu'il y a un moment, pour limiter tous les arrêts maladie et encore les décès prématurés, ce genre de choses, il fallait faire des sélections génétiques, comme le voulait d'ailleurs Huxley Julian dans son livre UNESCO. Donc là, 88, on s'est arrêté finalement sur toute cette logistique, sur les voitures et les autoroutes qui sont un besoin du système pour le transport des hommes qui se rendent à leur travail, les marchandises, accélérer les relations. À l'époque, c'était par les chemins de fer. Maintenant, c'est aussi par les camions, les autoroutes, ce genre de choses. Et on voyait finalement que l'excroissance gigantesque de la consommation privée sur les services collectifs est bien là. Ce n'est pas là un accident, le culte de la spontanéité individuelle et de la naturalité des besoins est lourd de l'option productiviste. Même les besoins les plus rationnels, instruction, culture, santé, transport, loisirs, coupés de leur signification collective réelle, sont récupérés au même titre que les besoins dérivés de la croissance dans la prospective systématique de cette croissance. Et c'est aussi, je le pense, l'arrivée de toutes ces technologies qui va faire sauter la sécurité sociale, par exemple. On va le voir. C'est un sujet à aborder. Je vous avais dit, après on allait à la troisième partie, donc il développe encore l'analyse structurale et tout, mais des fois il y a quand même des longueurs dans son livre. Et à la page, donc plutôt avant la troisième partie, la page 125, qui est sur le côté de se personnaliser soi-même comme on peut personnaliser l'appartement. Cette formule surréfléchie, se personnaliser soi-même en personne, etc., livre le fin mot de l'histoire. Ce que dit toute cette rhétorique qui se débat dans l'impossibilité de le dire, c'est précisément qu'il n'y a personne. La personne, en valeur absolue, avec ses traits irréductibles et son poids spécifique, tel que toute la tradition occidentale l'a forgé comme mythe organisateur du sujet, avec ses passions, la personne, c'est ses passions, sa volonté, son caractère ou encore sa banalité. Cette personne est absente maintenant, elle est morte, elle est balayée de notre univers fonctionnel. Et c'est cette personne absente, cette instance perdue, qui va se personnaliser. En fait, nous ne sommes donc plus dans le contradictoire, comme il va le dire après, mais nous sommes dans la personnalisation. Ce que je vous disais, où on doit devenir sélectionner une copie. En fait, on nous propose par le cinéma, les divertissements, les jeux vidéo, les séries et bien d'autres choses, des comportements à imiter. Et à l'époque, je crois que c'était dans ma critique de l'homme moderne, je vous prenais l'exemple de ceux qui sont dans l'imitation dans les mangas, là. Tu sais, ils font du cosplay. Ils se déguisent dans leur personnage, ils adoptent les codes. En fait, ils ont l'impression de vivre au travers du personnage. Mais il y en a qui sont pris pour le parrain en trafiquant. Il y en a qui sont pris encore pour des bêtes de commerciaux avec le loup de Wall Street. Et en fait, chacun comme ça. Les femmes, pareil, voyez-vous, 50 nuances de Grey ou je ne sais quel autre encore personnage fictif a pu les influencer en tout cas. Et je parle même pas des influenceurs des réseaux sociaux et tout ce qu'il en est à côté. C'est cet être perdu qui va se reconstituer in abstracto par la force des signes dans l'éventail démultiplié des différences. Alors, il y a la Mercedes, il y a également la petite note claire. Là, il prenait des exemples auparavant d'une femme comme ça qui va sélectionner son Mercedes
Et à l'intérieur, il y a toute une panoplie de couleurs disponibles pour le cuir. Pareillement, on peut, voyez-vous, par les options, avoir différents postes de radio, des volants, on va dire, avec des designs également qui peuvent être multiples. Et c'est là où on a l'impression de personnaliser à fond, d'être différent de tous les autres qui ont pourtant le même modèle. Vous voyez, le moteur n'a pas changé. Mais l'extérieur et l'intérieur ont été faits selon nos goûts. Donc ça rejoignait ce que je disais l'autre jour, la différence de ces productions d'habits où hier, on va dire qu'il y avait certains codes de mode, et majoritairement on retrouvait les blousons en cuir, on retrouvait pour les femmes des jupes, ce genre de choses, quand aujourd'hui, les couleurs, c'est à foison, et finalement les modèles, les marques, tout ce que vous voulez, les concurrences sont bien là. Et après, il y avait la petite note claire, l'idée que la personne, par sa couleur de cheveux naturelle, n'était pas vraiment elle. Voyez, elle se sentait pas bien. Elle avait l'impression que finalement, c'était pas vraiment le corps qu'elle mérite. Voyez-vous. Alors, elle fait une couleur de cheveux. Et là, par ces petites mèches, elle dit ça, c'est moi. Voyez-vous, je suis plus naturel qu'avant. Parce que là, d'un coup, je me sens bien dans mon corps. Eh bien, c'est comme ceux qui font de l'esthétique, voyez-vous, du botox, de la médecine esthétique, avant d'aller à la chirurgie et les implants, grossissement des fesses par les BBL, ce genre de choses. C'est vraiment l'idée, en fait, que l'homme, ce qui le différencie des autres, c'est pas son intelligence, sa personnalité, ce qu'il est intérieurement, non, c'est l'extérieur. C'est pas également, on va dire, ce qu'il peut partager, non, c'est ce qu'il aura. Loin de l'aura, voyez-vous, qui pourrait ramener, ah tiens, lui, il a de l'aura, il est pas mal, non. Ce qu'il possédera, en matériel, en objet. Des yeux seront rivés. Certaines, on les appelle les michetots pour ça. Voyez-vous, là où il y a de l'argent, il faut obtenir un statut. Et en fait, c'est ce que nous disait ni plus ni moins que Charles Pépin, c'est plus le jeu profond là qui s'exprime, c'est le jeu social, par une carrière, par un diplôme, par l'argent, par les objets, par encore une fois une visibilité extérieure transformée, métamorphosée. Et eux, ils continuent en disant également dans 1000 autres signes agrégés, constellés pour recréer une individualité de synthèse, et au fond pour éclater dans l'anonymat le plus total, puisque la différence est par définition ce qui n'a pas de nom. La production industrielle des différences, la publicité tout entière, n'a pas de sens. Elle ne porte que des significations. Ces significations et les conduites auxquelles elles font appel ne sont jamais personnelles. Elles sont toutes différentielles. Elles sont toutes magistrales et combinatoires. L'idée de « oh, je pioche de là, je pioche de là », on a l'impression d'avoir affaire également aux religieux 2.0. Ceux qui se disent un peu juifs, un peu chrétiens, un peu musulmans, et puis c'est pas mal aussi ce qu'il y a en Asie, là, les hindous et ceux qui croient en Bouddha ou ce genre de choses. Hop là, je prends ça, mais là il y a des codes normalement qui sont stricts, ouais mais ça je m'en fous, je m'assois dessus. Et c'est comme dans une famille, normalement il y a le rôle des parents, puis il y a les enfants en dessous, et puis il y a bien d'autres fonctionnements encore, des règles imposées. Aujourd'hui non, ça pioche. Ouais mais chez les copains c'est pas comme ça. Ouais mais regarde lui, par exemple, mon ami il possède ça. L'esprit de comparaison, de différence, non pas sur ce que les gens sont, mais sur ce qu'ils ont. Alors après, c'est-à-dire que finalement, elle relève de la production industrielle des différences. Par quoi se définirait, je crois, avec le plus de force, le système de la consommation. Pour être différent, consomme, mais différemment. Après, ça continue, hein, tous ces côtés des relations concrètes, conflictuelles, autres au monde. Ça y est, c'est là le miracle et le tragique de la différenciation. C'est ainsi que tout le processus de consommation est commandé par la production de modèles artificiellement démultipliés, comme les marques de lessive, ou même les marques de fringues. Et il y en a, ils vont mettre 800 balles pour un bout de tissu, alors qu'en fait, dans l'usine, ils travaillent le même tissu, mais peut-être que les designs ne sont pas les mêmes, mais ça ira, voyez-vous, de Hugo Boss à Zara. Je vous fais des écarts un peu exagérés, mais c'est pour vous dire les choses. Ce ne sont que des logos. La matière, ça reste du coton, du polyester à la base. Regardez d'où proviennent ces matières, et c'est tout. Après, il y a la distinction entre ce qui est fait par machine
machine à tisser, etc., de ce qui peut être produit artisanalement, voyez-vous, de la main d'un homme, qui en effet nécessitera plus de temps qu'une machine. Et il y aura peut-être son savoir-faire et ce genre de choses. Mais tout ce qui concerne les marques, on va dire, distribuées à grande échelle, il ne faut pas s'attendre à de la qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein, voyez-vous, ils achètent des polos Lacoste et au bout d'un certain temps, le col, il tient plus, le textile, il perd de sa couleur. Voyez-vous, il est un peu détendu aussi. Alors, ça prend du temps quand même pour, on va dire, les vêtements un peu plus hautes, de haute marque, de haute qualité, si je puis dire. Mais ça reste un bout de tissu qui ne mérite pas le prix qu'il a, ni l'éloge qu'on en fait, et qui donne une sorte de titre de prestige. Là où les hommes, finalement, sont comme dans Invasion à LA, il suffirait seulement de mettre les lunettes pour voir que les logos deviendraient plutôt des consommes, et que ici ça serait obéi, et que ici ça serait dirige-toi comme ça, et je peux élargir encore la panoplie de ce que l'on pourrait retrouver. Donc on a, en fait, une concentration monopolistique de la production des différences. Formule absurde, monopole et différence sont logiquement incompatibles. Et pourtant, de ce paradoxe, eh bien, on a bien ça. S'ils peuvent être conjugués, c'est justement que les différences n'en sont pas, et qu'au lieu de marquer un être singulièrement, elles marquent au contraire son obéissance à un code, son intégration à une échelle mobile des valeurs. Il y a dans la personnalisation un effet semblable à celui de la naturalisation, qu'on retrouve partout à l'œuvre dans l'environnement, et qui consiste à restituer la nature comme signe après l'avoir liquidée dans la réalité. C'est ainsi qu'on abat une forêt pour y bâtir un ensemble baptisé Cité verte, et où l'on plantera quelques arbres qui feront nature. On a l'impression d'avoir les mairies gauchistes à l'œuvre. Ils te détruisent des belles forêts pour à la place bitumer et te faire, voyez-vous, des trucs sur le sol là où tu as un peu d'eau qui jaillit, et ils te plantent 2-3 arbres. Et ils vont t'appeler ça, on va dire, un espace vert. C'est ce genre de choses. C'est absurde. Et pourtant, ça trouve du client. Page 135. Donc après, on a 133. Également, il faut voir que la consommation ne s'ordonne pas autour d'un individu avec des besoins personnels, indexés ensuite selon une exigence de prestige ou de conformité sur un contexte de groupe. Il y a d'abord une logique structurelle de la différenciation qui produit les individus comme personnalisés, c'est-à-dire comme différents les uns des autres. On n'a plus le droit aujourd'hui d'appartenir, sans être sectaire, mais d'appartenir au même peuple résultat, avec l'idée que finalement, homme-femme, on ne fait qu'un. Notre intérêt est là, vous voyez, ça met l'image de, au lieu de prendre, imaginons, au lieu d'être dans un mouvement où tu te mets ton bol, tu prends ta cuillère et tu manges toi-même, tu prendrais le bol et ce qu'il y a dedans, tu nourrirais le voisin. Et le voisin nourrit le voisin et ainsi de suite. Et à un moment, il y a quelqu'un qui vient également te donner. C'est pas être assisté, c'est en fait montrer que nous sommes tous pareils. Et nos besoins sont les mêmes. Après, évidemment, il y a des goûts, les couleurs qui sont différentes. Mais à vouloir finalement individualiser, vous voyez, comme ce que font en fait les gauchistes, c'est ne faites pas de distinction entre les humains, abolissons les races, comme c'était laissé entendre, alors que pourtant c'était les premiers à s'intéresser à ça, et ce sont toujours les mêmes qui ramènent à la condition l'étranger, parce qu'ils lui font comprendre, même quand il est naturalisé français, que finalement, après tout, il a des origines externes. Et donc, et bien dans la société, s'il ne trouve pas d'emploi, c'est peut-être à cause de ça. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a eu le patron qui a sélectionné un autre, qui peut d'ailleurs être noir, arabe, asiatique, ce que vous voulez. L'enquête, elle va pas jusqu'au bout pour les gauchistes. Il faut victimiser, il faut différencier, il faut faire en sorte que lui se sente étranger, lui se sente non-genré, et l'autre encore se sente exclu parce qu'il est transgenre ou ce que je veux. Donc il n'est plus identifié en homme, ni, voyez-vous, en membre du peuple résultat, par exemple, français. Non, il est vu en être différent. Comment? Identifié par la persona, où on revient au droit romain dont je vous parlais l'autre jour. On avait réussi à effacer cette distinction pour se ramener à la vraie personne, c'est-à-dire tout être humain est digne finalement de recevoir le respect, est digne d'être entendu et a le droit notamment à un consentement libre et éclairé, à... l'être humain n'est pas le même, et donc on va quand même revoir les droits.
dans les mêmes mouvements après des Robespierre et bien d'autres qui parlent de déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ils abolissent les frontières internationales pour en établir au national, voyez-vous. Au sein de la même nation, ils font des fractions. Ils divisent les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les personnaliser. Et ils s'en veulent maître d'œuvre. Et c'est là où on continue, et on voit selon les modèles généraux et selon un code auquel, dans l'acte même de se singulariser, ils se conforment. Le schéma singularité, conformisme, placé sous le signe de l'individu, n'est pas essentiel, c'est le niveau vécu. La logique fondamentale, c'est celle de la différenciation, personnalisation, placée sous le signe du code. Ça continue, et nous, on va déjà... Pour commencer, je vais boire une gorgée et aller à la page 134-135. Petite demi-heure, n'hésitez pas, les pouces, les partages et bien évidemment les commentaires. Ça référence toujours. Alors, les différences ainsi codées, loin de diviser les individus, deviennent au contraire matériels d'échange. C'est là un point fondamental, par où la consommation se définit. En un, non plus comme pratique fonctionnelle des objets, possessions, etc. En deux, non plus comme simple fonction de prestige individuel ou de groupe. Et en trois, eh bien, ça s'établit comme système de communication et d'échange, comme code de signes continuellement émis et reçus et réinventés comme le langage. Donc en fait, c'est les mutations qui interviennent en son sein, dans ce matériel d'échange. On nous dit les différences de naissance, de sang, de religion, jadis, ne s'échangeaient pas. T'arrivais, t'obtenais le groupe sanguin de tes parents, ça s'échange pas. D'accord, t'es constitué biologiquement, tu peux pas. La naissance, bah, c'est comme ça, t'as un défaut et bien tu vivras avec. Et t'arrêteras de te lamenter et de vouloir, voyez-vous, mettre un masque ou encore te soumettre aux diktats des uns et des autres qui te disent « Ah mais toi t'es pas assez beau, toi t'es pas assez grand, toi t'es trop gros, toi t'es si. » Tu travailleras sur toi pour te sentir bien dans ton corps, mais tu ne te feras pas appel, voyez-vous, utilisateur des sciences modernes et de bien d'autres choses. Les religions, tu viendras en réalité dans une famille qui te permettra de retrouver la vraie, voyez-vous. Si tu es en Europe, eh bien ce sera la chrétienté normalement. Mais bon, après, il y a les infiltrations, ce genre de choses. Donc ça ne s'échangeait pas à l'époque. Hein. Elles n'étaient pas des différences de mode et touchaient à l'essentiel. Elles n'étaient pas consommées. Les différences actuelles de vêtements, d'idéologie, de sexe, même, s'échangent au sein d'un vaste consortium de consommation. Voilà que, en jeunesse, c'est gauchiste, en vieillesse, ça devient, on va dire, à une droite assez radicale. C'est un échange socialisé de signes. Et si tout ainsi peut s'échanger sous forme de signes, ce n'est pas par la grâce de quelque libération ni libéralisation des mœurs, c'est que les différences sont systématiquement produites selon un ordre qui les intègre toutes comme signe de reconnaissance et que substituables, qu'elles sont plutôt substituables les unes aux autres. Et il n'y a plus de tension ni de contradiction entre elles, contre le haut et le bas, contre la gauche et la droite. C'est là où tout est orienté. Et comme je disais, eh bien, éprouvez de l'esprit lorsque vous devez vous pencher sur un sujet. Arrêtez de brasser le vent de gauche à droite comme les politiques ou comme les marionnettes de haut en bas à tout acquiescer. Ayez l'esprit critique, comme je le disais. Et ce qui est incroyable, c'est que là, on voit en effet, il était question aussi de la mode. Et j'avais fait un sujet sur ça pour montrer la façon d'enrôler les gens dans des phénomènes de suivisme. Par exemple, pour une guerre, eh bien, il faut quand même distinguer le caporal, le chef et bien d'autres encore de ces soldats de premier rang. Donc, les vêtements vont être différents, parce que le vêtement te fera appartenir à un groupe. En temps de liberté, il a suffi de voir les années 60, les côtés assez élégants, les tailleurs, les, on va dire, beaux modèles qui arrivaient et qui étaient mis dans des magazines pour influencer les femmes. Et puis nous avons eu après la dépravation gauchiste, où l'on voit que la mode ne ressemble plus à rien, les défilés sont uniquement des appels à une forme assez satanique, de l'horreur, répudiante, même répugnante également. Et je voulais dire autre chose.
Ah oui, voilà. Par exemple, dans les années 2000, c'était l'idée de libération de la femme, laissons les strings apparents. Jean, taille basse, c'était la mode. Puis après, ça s'est passé. Ça a été les crop tops à un moment. Maintenant, ça commence un peu à se passer. Les jeans troués. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des phénomènes de consommation. Il y en a qui vont porter ça que quand ils sont jeunes. Une fois qu'ils grandissent, ils vont changer d'accoutrement. Suffit qu'ils montent en carrière ou bien encore qu'ils aient un nouveau métier et ils seront sapés, on va dire, pour appartenir au groupe du rang social et ce genre de choses. Donc en effet, la différenciation par les vêtements, par exemple, n'est en réalité qu'un phénomène d'appartenance et de l'ordre éphémère, des choses qui viennent à changer. Comparé normalement à une religion, à ton sang, ou encore à tes tâches de naissance, ou bien à tes caractéristiques de ce que tu es. Ainsi, voit-on chez Riesman les membres du peer group, donc le groupe de pairs, socialiser des préférences, échanger des appréciations et, par leur compétition continuelle, assurer la réciprocité interne et la cohésion narcissique du groupe. Ils concourent au groupe par la concurrence, ou plutôt par ce qui n'est plus une concurrence ouverte et violente, celle du marché et de la lutte, mais filtrée par les codes de la mode, une abstraction ludique de la concurrence. Là, je vous emmène, cette fois-ci, ça y est, on avance, à la troisième partie, mass média, sexe et loisirs, la culture des mass médias. Qu'en est-il dit? Eh bien, on va aller à la page 189, parce que ce qui précède n'est pas forcément des plus intéressants. Alors, hop, de nouveau, une petite gorgée. Et donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4 pages à peu près dans celui-ci. Après, on passe au suivant, 4 pages aussi. Et enfin, on arrivera au gros du direct d'aujourd'hui, j'espère. Si j'ai encore la motivation aussi. Il faut voir ça. Ceci est vrai de tous les médias, et même du médium livre. La littératie, dont McLuhan fait une des articulations majeures de sa théorie. Il entend que l'apparition du livre imprimé a été un tournant capital de notre civilisation, non pas tant par les contenus qu'il a véhiculés de génération en génération, idéologiques, informationnels, scientifiques, etc., que par la contrainte fondamentale de systématisation qu'il exerce à travers son essence technique. Il entend que le livre est d'abord un modèle technique, et que l'ordre de la communication qui y règne, le découpage visualisé, les lettres, les mots, les pages, etc., est un modèle plus répugnant. Voyez-vous, il est finalement dans la possibilité de contrôler les gens. Il est plus déterminant à long terme que n'importe quel symbole, idée ou fantasme qui en fait le discours manifeste. Je cite. Les effets de la technologie ne se font pas voir au niveau des opinions et des concepts, mais altèrent les rapports sensibles et les modèles de perception continuellement et inconsciemment. Et c'est vrai que ça me ramène aussi à tous ces contes, ces histoires qui ont pu être dans d'autres époques perçues comme des réalités. Et des esprits qui ont été vus, des communications avec les morts, comme Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, c'est jouer en fait sur l'imaginaire des gens. Et aujourd'hui, ça y est, les histoires d'OVNI, c'est dépassé. On a très bien pris acte qu'il y avait la magnéto-aérodynamique, la magnéto-hydrodynamique. Mais à d'autres époques, il y avait les extraterrestres. Puis il y avait une possible invasion de la Terre. On rappellera même, je crois que c'était Robert Owen, un truc comme ça, qui avait sorti la guerre... c'était quoi? La guerre ouverte, non. Ah. Oh, je sais plus. La guerre quelque chose, là. Avec les extraterrestres qui sont en fait des robots qui viennent. Vous voyez, j'ai un petit trou de mémoire. Ça avait été lu à la radio, pareil, par un Owens aussi. Et ça s'était soi-disant retrouvé à créer une panique. Jouer sur le mental des gens. Bon, après, la réalité est tout autre. Hein. Ça, c'est souvent le mythe qui se ramène à l'idée que les Américains étaient assez abrutis pour tous y croire. Il y a eu quelques, en réalité, appels, mais ça a été grossi pour inventer une histoire et je ne sais dans quel but. Mais enfin, passons ceci. Revenons à cet écrit où il est dit « Ceci est évident. Le contenu nous cache la plupart du temps la fonction réelle du médium.
il se donne pour message, alors que le message réel, en regard duquel le discours manifeste n'est peut-être que connotation, c'est le changement structurel, celui d'échelle, de modèle ou encore d'habitus. Opérer en profondeur sur les relations humaines. Grossièrement, les côtés du message du chemin de fer, ce n'est pas le charbon ou les voyageurs qui le transportent, c'est une vision du monde. Voilà que, en fait, les wagons sont composés de personnes qui amènent un nouveau statut, des agglomérations, etc. Le message de la télévision, ce n'est pas... Enfin, lui, mais au pluriel, en fait, soit c'est le message, soit c'est les messages, mais enfin, passons ce détail. Les messages de la télévision, ce ne sont pas les images qu'elle transmet, ce sont les modes nouveaux de relations et de perception qu'elle impose, de changement des structures traditionnelles de la famille et du groupe. Plus encore, dans le cas de la télévision et des masses médias modernes, ce qui est reçu, assimilé, consommé, c'est moins tel spectacle que la virtualité de tous les spectacles. Il y a des formules des fois qu'il utilise... C'est pas fameux, mais enfin. La vérité des médias de masse est donc celle-ci. Ils ont pour fonction de neutraliser le caractère vécu, unique, événementiel, du monde, pour substituer un univers multiple de médias homogènes les uns aux autres, en tant que tels, ne signifiant l'un à l'autre et renvoyant les uns aux autres. À la limite, ils deviennent le contenu réciproque les uns des autres, et c'est là le message totalitaire d'une société de consommation. On a l'impression même que l'AFP dit quelque chose, c'est repris, après il faut la thèse, l'antithèse, si je puis dire, et arriver à une synthèse sur d'autres plateaux encore. Ce que véhicule le médium télévisuel, eh bien, c'est qu'à travers son organisation technique, l'idéologie du monde, visualisable à merci, découpable à merci et lisible en images, est bien là. Elle véhicule l'idéologie de la toute-puissance d'un système de lecture sur un monde devenu système de signes. Les images de la télévision se veulent métalangage d'un monde absent. Voilà que vous ne loupez plus un événement. Tout est filmé. Je crois que plus loin, il dit, en fait, même les reporters, on veut du direct, on veut des choses cachées, je sais plus comment il dit les choses, mais enfin, c'est assez intéressant. 195, c'est là où ça va commencer à être intéressant aussi. Il faut se garder d'interpréter cette gigantesque entreprise de production d'artefacts, de make-up, de pseudo-objets, de pseudo-événements qui envahissent notre existence quotidienne comme dénaturation ou falsification d'un contenu authentique. Par tout ce qui vient d'être dit, nous voyons que c'est bien au-delà de la réinterprétation tendancieuse du contenu que se situe le détournement du sens, la dépolitisation de la politique, la déculturation de la culture, la désexualisation du corps dans la consommation masse médiatisée. Et c'est vrai que le médium télévisuel a mis en scène les acteurs politiques, tel tailleur qui doit être porté, le fond de teint pour avoir une bonne couleur à l'image, la posture, le temps de parole. Essayer non plus de débattre maintenant, mais de faire des phrases chocs qui seront reprises, même si elles n'ont pas beaucoup d'intérêt ni énormément de fond. Il faut que ça marque, en fait. Et c'est du clash, c'est le moment du ping-pong, on va dire. Il n'y a plus le temps de se poser et faire un vrai débat. Des Mitterrand, Chirac et compagnie, ça, c'est terminé. Et on le voit très bien. Les confrontations des idées dans les débats politiques, c'est à peu près les 15 minutes à un moment, ils sont 4-5, ça va dans tous les sens. Ils disent, allez, tout au plus, 2-3 généralités et une phrase choc, et ils s'arrêtent là, ils redonnent le micro. Il n'y a rien. On n'est donc plus dans la vraie politique. Et on le voit même, de toute façon, à ceux qui également sont au Sénat ou encore à l'Assemblée nationale, sur des téléphones, se retrouvent là pendant des heures, des fois, à assister, mais ils sont endormis. Vous voyez, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que l'athée, non pas celui qui ne croit pas, mais l'attention dans le temps, comme le dirait Idrissa Berkane, pour devenir expert dans un domaine, a disparu. Donc on a des politiques incompétents qui viennent, on leur demande de gérer un budget, ils le font exploser. Il aurait
mis une sollicitation pour, voyez-vous, essayer de se pencher sur les sujets d'avenir, dont l'intelligence artificielle, quel impact elle aura dans la société, et au niveau des emplois et ce genre de choses, ils sont à peine bons à lire les rapports. Alors, les comprendre, c'est une autre paire de manches, voyez-vous. C'est triste. La culture, c'est pareil, voyez-vous. En fait, on est passé de la culture d'un pays, de la géographie, de bien d'autres choses, donc je ne suis pas forcément bon dans les domaines de géographie et dans toute la compréhension de l'histoire de France. Voyez-vous, j'ai encore beaucoup de lacunes, mais ça viendra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la culture aujourd'hui est malheureusement déplacée vers les réseaux. Donc la culture du cinéma, la culture de la musique, la culture des gens sur YouTube, voyez-vous, qui font du divertissement. C'est sur toute l'étendue de la vie quotidienne un immense processus de simulation qui a lieu, à l'image des modèles de simulation sur lesquels travaillent les sciences opérationnelles et cybernétiques. On fabrique un modèle en combinant des traits ou des éléments du réel, ou on leur fait jouer un événement, une structure, ou encore une situation à venir, et on tire le tout vers les conclusions tactiques à partir desquelles on opère sur la réalité. Ce peut être un instrument d'analyse dans une procédure scientifique maîtrisée. Dans les communications, surtout celles de masse, cette procédure prend force de réalité. Celle-ci est abolie, volatilisée, au profit de cette néo-réalité du modèle matérialisé par le médium lui-même. Alors après, il nous redonne, mais encore une fois, méfions-nous du langage qui parle automatiquement de faux, de pseudo, d'artificiel, et revenons avec Boorstin à la publicité, ou Boorstin, je ne sais pas comment on le dit. Souvent, j'ai des problèmes avec les prénoms et les noms. Pour essayer de saisir cette nouvelle logique, qui est aussi une nouvelle pratique et une nouvelle mentalité. Et là, on arrive au plus bel objet de consommation, le corps. Dans la panoplie de la consommation, il est un objet plus beau, plus précieux, plus éclatant que tous, plus lourd de connotations encore que l'automobile, qui pourtant les résume tous, c'est le corps. Sa redécouverte, après une ère millénaire de puritanisme, est le signe de la libération physique et sexuelle. Sa toute présence est spécifiquement du corps féminin. Il faudra voir pourquoi dans la publicité, la mode, la culture de masse, le culte hygiénique, diététique, thérapeutique, dont on l'entoure, l'obsession de jeunesse, d'élégance, de virilité et féminité, les soins des régimes, les pratiques sacrificielles qui s'y rattachent, le mythe du plaisir qui l'enveloppe, tout témoigne aujourd'hui que le corps est devenu objet de salut. Vous comprenez? Le pouvoir être soi-même, c'est pas gagner en connaissance, en compétences, savoir maîtriser un métier. Non. Tout se résume maintenant au culte du corps. L'obsession de jeunesse, entre autres. On voit des flopées de crème sur le marché. Il est bon de s'appliquer une crème de temps en temps pour hydrater la peau. Pourquoi pas pour rattraper s'il y a des rides qui sont bien marquées pour celles qui prennent de l'âge. Ou encore, je sais pas, en cas de problème, voyez-vous, dermatologique. Ok, mais s'appliquer des couches et des couches et des couches, en réalité, vous nuisez à l'épiderme. Vous voyez, c'est comme ceux qui font que de se doucher 2, 3, 4 fois par jour. Ils s'abîment la peau. Ils utilisent des produits en plus chimiques. Ils ne regardent pas les additifs ou bien d'autres choses encore qui sont dans les composants des produits. Ils ne vont pas comprendre après pourquoi ils ont des problèmes. Plus celles qui se mettent, voyez-vous, des maquillages à tout va. On a également donc l'idée de l'obsession de jeunesse qui est poussée des fois à l'extrême. Et on l'a vu avec des rites ancestraux, du cannibalisme, avec l'idée d'absorber la puissance et en fait la jeunesse également des victimes. Ça a existé, ça nous est rapporté par l'ordre cannibale de Jacques Attali. Ça nous est également explicité dans d'autres recherches, dont des découvertes archéologiques où il reste encore des corps comme ça qui étaient sacrifiés en Amérique et un peu partout d'ailleurs sur la planète. J'ai un livre, un autre que je n'ai pas entamé, mais qui est sur le sujet de l'ordre cannibale et de la consommation, voyez-vous, de l'homme par l'homme. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. Mais plus loin, il y a quelque chose qui va être intéressant. C'est quand il va nous dire
que finalement, en dehors de, voyez-vous, de toute cette extravagance pour le corps, il y a l'habillement, la mode qui suit. Et l'un et l'autre. Et alors, qu'est-ce qui habille la robe? C'est le corps ou est-ce que c'est le corps qui est habillé par la robe? Mais est-ce que je veux dire? En fait, c'est comme la mode. Vous voyez, c'est l'envie de changer son apparence. Une propagande sans relâche nous rappelle, selon les termes du cantique, que nous n'avons qu'un corps et qu'il faut le sauver. Pendant des siècles, on s'acharnait à convaincre les gens qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en ont d'ailleurs jamais été vraiment convaincus, qu'ils n'avaient pas de corps et qu'ils étaient que esprit sur Terre. On s'obstine aujourd'hui systématiquement à les convaincre de leur corps. Vous en avez un. Vous avez le droit de dire oui ou non pour telle action. Vous devez vous exprimer. Le faire jaillir, que les autres le voient, par des danses, par des modifications, des piercings, des tatouages, à outrance, de la chirurgie esthétique. Il y a quelque chose d'étrange. Le corps n'est-il pas l'évidence même? Il semble que non. Le statut du corps est un fait de culture. Or, dans quelque culture que ce soit, la mode d'organisation de la relation au corps reflète le mode d'organisation de la relation aux choses et celui des relations sociales. Dans une société capitaliste, le statut général de la propriété privée s'applique également au corps, à la pratique sociale et à la représentation mentale qu'on en a. Dans l'ordre traditionnel, chez les paysans par exemple, pas d'investissement narcissique, pas de perception spectaculaire de son corps, mais une vision instrumentale, magique, induite par le procès de travail et le rapport à la nature. Ce que nous voulons montrer, c'est que les structures actuelles de la production-consommation induisent chez le sujet une pratique double. Il y a une représentation désunie, mais profondément solidaire dans son propre corps, celle du corps comme capital, celle du corps comme fétiche, objet de consommation. Je sais plus où c'est que j'avais vu par contre l'histoire de la robe et du corps. C'est pas grave. Ah bah c'était peut-être là. Ok. Quelle est, de la robe ou du corps, la résidence secondaire? Exactement. Elle porte son corps comme une robe, ce qui renvoie ici, habité, à un effet de mode et de panoplie, à un principe ludique renforcé encore par le petit animal. Si jadis, c'était l'âme qui enveloppait le corps, aujourd'hui, c'est la peau qui l'enveloppe. Mais non pas la peau comme irruption de la nudité, et donc du désir, la peau comme vêtement de prestige et de résidence secondaire, comme signe et comme référence de mode, et donc subtilement à la robe sans changer de sens, comme on voit bien dans l'exploitation actuelle de la nudité au théâtre et ailleurs, où elle apparaît, en dépit du faux pathétique sexuel comme un terme de plus dans le paradigme du vêtement de mode. Alors que ce soit par les UV pour être plus bronzé, que la réalisation se fasse par des augmentations mammaires afin de n'envoyer plein la vue de tous, et puis que leur partenaire s'amuse, voyez-vous, de cette chair qui est excédente par rapport à ce qui précédait, et bien d'autres choses encore. Page 205, et après on en aura fini avec ce livre, la beauté fonctionnelle. Dans ce long processus de sacralisation du corps comme valeur exponentielle du corps fonctionnel, c'est-à-dire qui n'est plus ni chair comme dans la vision religieuse, ni force de travail comme dans la logique industrielle, mais repris dans sa matérialité ou dans son idéalité visible comme objet de culte narcissique ou élément de tactique et de rituel social, la beauté et l'érotisme sont deux leitmotivs majeurs. Ils sont inséparables et institués à eux dans cette nouvelle éthique de la relation au corps. Valable pour l'homme comme pour la femme, ils se différencient cependant en un pôle féminin et un pôle masculin. Et c'est vrai que je peux rajouter les hommes qui vont, je crois que c'est en Turquie, refaire la barbe, se mettre des implants capillaires parce qu'ils voient une calvasse qui arrive. En fait, ils n'acceptent pas la nature. Les autres qui se mettent des produits aussi pour avoir des gros bras, je crois que c'est de la stéroïde, un truc comme ça. Après, il y a également ceux qui vont consommer des protes, qui vont prendre en masse, même si c'est un peu plus naturel quand même.
Mais oui, il y a le culte qui est là et l'envie de rapidité. Phrynéisme et athlétisme, ainsi pourrait-on désigner les deux modèles adverses dont pour l'essentiel d'ailleurs, les données fondamentales s'échangent. Le modèle féminin détient pourtant une espèce de priorité. C'est un peu lui le schéma directeur de cette nouvelle éthique, et ce n'est pas un hasard si dans Elle, le magazine, que nous trouvons le type de document analysé ci-dessus. Et après, continue. Mais pour ce livre, ça sera tout, et on se conduit à celui-ci. Lire le corps biomédical. Regard sur la littérature canadienne. Comme je vous l'ai stipulé, une bonne partie n'est pas en français, mais nous, on s'oriente sur celle qui l'est. Cette division, voire cette confrontation entre corps-objet de la médecine, lieu de performance et de résultats, de projection de savoir, d'échec ou de succès anticipé, et le corps-sujet du patient, qui peut être ressenti comme inhabitable, bien que pourtant vivant, est l'enjeu de plusieurs livres récents sur la fin de vie humaine. Celui en particulier de l'auteur chirurgien américain, donc Atul Gawande, qui est Bang Mortal. Medicine and What Matters in the Head. Donc là, il est là. Ok. 19. Et celui du philosophe suisse Bernard N. Schumacher, Quand cesse-t-on de vivre, pour une définition de la mort humaine. Donc on n'est pas uniquement à des personnes en soins palliatifs, d'autres qui ont été des grands accidentés de la vie ou ce genre de choses, ou naturellement même se rapprochent de leur dernière minute par la vieillesse et ce genre de choses. On est sur un questionnement de qu'est-ce que la définition de la mort humaine? Est-ce que si tu es mal dans ton corps, tu es déjà en fait en état de zombie un peu? C'est-à-dire, tu vis parce que c'est obligatoire, mais ton corps est mort, comme quelqu'un qui pourrait être handicapé ou ce genre de choses. L'un et l'autre moment, à quel point être en vie et être vivant ne sont pas synonymes. Lorsque la vie biologique a été considérablement fragilisée, ou à l'inverse, lorsque seules les fonctions biologiques existent encore et ne suffisent plus à définir la personne. Il y en a, ils peuvent avoir des très beaux traits physiques, aucun problème extérieur, mais en revanche, le mental n'est plus là. Et c'est des suicidaires, des dépressifs, des gens qui... Pourquoi ? Pourquoi moi suis-je présent en cette période sur Terre, etc. Et vous voyez, cette colère qui peut jaillir aussi. L'envie, du coup, d'aller, comme dans certains pays, faire le suicide assisté. On ne comprend pas. Le corps, il n'est pas mort. Vous voyez, c'est ça la définition de la mort humaine. Elle peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça peut être une maladie comme, même si la dépression en est une aussi, voyez-vous, mais ça peut être une maladie qui touche les organes ou bien quelque chose qui émane d'une puissance autre. Parce que moi, je ne réduis pas l'homme à la matérialité, donc quand il y a des mauvaises pensées, eh bien, je ne les diminue pas uniquement au cerveau. Même si, et c'est vrai que c'est fort dans ce siècle-là, parce qu'il y en a qui prennent des psychotropes, et en effet, quand il y a des réseaux neuronaux qui sont interceptés et interrompus, eh bien, la personne, en fait, elle n'a plus de pensée négative. Mais, moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça, du point de vue extérieur, tu sens qu'elle est éteinte. En fait, il y a le corps qui est là, la personne, elle n'aura plus ces discours délirants, ou ses voix dans la tête, ou je ne sais quoi, mais en revanche, face à toi, tu as quelqu'un qui est éteint, qui n'est plus le même qu'hier. Alors, a-t-il été soigné ou est-il dans une condition de mort? Et à partir de là, on arrive à un autre sujet, mais que je ne peux pas aborder aujourd'hui, c'est par exemple les doses de soma, les gélules et les pilules, par exemple, qui remplaceraient les médias pour un divertissement, pour retrouver une gaieté de vivre et ce genre de choses. À quelle dose? Et y aurait-il une personnalisation à nouveau dans cette prise de médicaments qui interviendraient sur le cerveau pour éviter des phases, par exemple pour des femmes qui sont, voyez-vous, devenues seules ou encore hystériques, ou même pour des hommes, voyez-vous, qui sont devenus des mangeurs de chair, et une femme, deux femmes, 10 femmes, etc., ou encore qui ont pété les plombs, qui, je sais pas,
ils en sont venus à voir des sionistes partout. Ou pour les autres, des méchants musulmans partout. Ou pour d'autres encore, des méchants chrétiens. Vous voyez, je peux comme ça imaginer la chose. Mais c'est pour vous dire quel état de folie. Je vous avais pris l'exemple pour imager ça de Serge Monast, on remontait après à celui qui était au-dessus, William Dicker, et puis on remontait encore au-dessus, il y avait en fait un agent du FBI qui était une sorte d'informateur, ou en tout cas qui créait ces mouvements de masse pour je ne sais quel résultat dans la population, mais on voyait quelque chose d'intéressant. J'allais développer quoi? Ah putain, ça m'arrive tout le temps ça. Ça me revient après. Des fois, il faut que je me fasse un récapitulatif. C'est pas grave. Je vais pas perdre de temps. Putain, pourquoi j'étais sur ça? Ça avait un intérêt par rapport à ce que je disais. Peut-être que vous avez cerné la chose parce que j'avais commencé à l'expliciter. Mais c'est pas grave. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'était... je sais pas, c'est pas grave. Passez, mettez ça de côté. Ça peut arriver. Donc lorsque la vie biologique a été considérablement fragilisée, c'est ce qu'on a vu. Après, il continue par contre sur d'autres démarches qui ne sont pas forcément pour aujourd'hui. Il y a autre chose que je devais traiter la prochaine fois, mais c'est pas grave. Tac. Et après, il y aura encore une page. Donc là, on s'aperçoit que... D'une part, les études de Michel Foucault portent, entre autres sur la folie et sur les technologies modernes du biopouvoir, qui procurent le cadre théorique approprié pour tenter certaines explications. Donc lui, il est sur notamment ceux qu'on considère comme fous, entre guillemets. Je sais que ça va avoir avec justement cet esprit-là un peu de gens qui ne se sentent pas bien. Et je sais plus pourquoi j'ai développé sur Serge Monast et tout, mais c'était en fait des influences pour déterminer les gens à tomber dans le ravin, à ne plus apprécier la vie, à être dégoûté. Mais il y avait autre chose que je voulais accompagner avec ça. Et c'est, on va dire, ça c'est que quelques épices. Il manque vraiment tout le plat qui devait vous être offert, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave. Donc d'autre part, les études sur la folie, comme Topos dans le champ littéraires, permettent de situer la folie d'Emma dans le contexte du discours littéraire et de la société québécoise, ce qui peut apporter des nuances importantes à la lecture. Le corps comme force de travail. Les systèmes esclavagistes ont employé un éventail de techniques qui leur permettaient l'exploitation des corps, bien avant le développement et la mise au point des technologies modernes d'assujettissement des corps. Il y a une sorte de consensus qui veut dire que il y avait des chasseurs-cueilleurs, pas besoin d'exploiter l'homme. Et puis y arrivait la sédentarité, et à partir de là l'agriculture, et finalement on avait maintenant plus de choses qui arrivaient naturellement. La population était en croissance et il fallait donc y répondre en asservissant les hommes. D'où le début peut-être de l'esclavage par le croissant fertile. Et après, par les idées de démesure, de conquête, d'ériger des grands monuments et ce genre de choses. Donc selon Michel Foucault, ces dernières ont été mises en place et perfectionnées notamment à partir du XVIIIe siècle, lors de l'arrivée de la bourgeoisie au pouvoir. Bien que les réflexions de Foucault se concentrent surtout sur la société bourgeoise, elles permettent de comprendre les agencements de ces techniques qui réduisent la vie humaine à une simple force de travail. Foucault explique que le pouvoir des sociétés contemporaines s'est organisé autour de l'assujettissement des corps. Il appelle cette forme d'exercice du pouvoir le biopouvoir. Et ça rejoint un autre livre, hop là. Donc Céline Lafontaine, c'est Le corps marché, et dedans il me semble qu'elle réutilise aussi cette formule de Foucault en parlant de biocapital, de biopouvoir et de bien d'autres choses. Mais ça, c'est comme, hop là, ce livre-là, qui est excellent, j'en suis rendu à... Voilà, quasiment à la moitié, on va dire un peu plus de 200 pages. Hop. Donc La tentative d'Eugénie. Je crois que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le sujet. C'est... Waouh. Je dis bravo. Le corps marché, celui de Céline Lafontaine,
est très complet aussi, mais il est plutôt dans un cadre assez universitaire. Euh, il faut avoir quand même quelques lectures auparavant, sinon vous allez être brouillé sur les pistes, ou en dehors d'universitaire, puisque c'est mon cas, avoir lu beaucoup d'ouvrages, en commençant peut-être par les plus simples, comme Blanche Strebe, Luc Ferry, après Jérémy Rifkin, et vous montez en gamme au fur et à mesure. Donc voilà, il explique le biopouvoir qui s'applique autant au corps physique des individus, lesquels sont disciplinés et dressés par et pour le travail qu'à l'humanité qui, en tant qu'espèce, est objet de soins sanitaires. D'une part, le souci de l'hygiène et de l'hérédité, et d'autre part, la hantise de la dégénérescence découle de cette volonté de contrôle des corps. Alors après, Foucault explique que les deux aspects visés par les gouvernements pour contrôler les corps sont le sang et la sexualité. Donc on en revient à un autre livre, que je n'ai pas en physique avec moi, puisque c'était un emprunt, mais celui de René Martial, qui nous montrait le peuple résultat, historico-biologico-spirituel, donc surtout de l'ordre biologique, où il s'intéressait en particulier à son époque au sang, sang A, sang B, sang O, et aux différences de peuples qui existent sur la planète. Et l'idée du grand métissage était finalement d'arriver à une nouvelle majorité qui en tout cas ne serait plus comme les répartitions passées entre les A, B, O et compagnie. Donc après, il y avait d'autres développements, mais là, je ne les ai pas avec moi. Et on retrouve exactement ça. Et enfin, la sexualité, eh bien, interdit d'interdire. La fin, voyez-vous, des fiançailles et des mariages, puisque je crois que c'était même jusqu'à Napoléon, où les jeunes, jusqu'à leurs 25 ans, il fallait demander aux parents s'ils étaient d'accord. Il fallait aller courtiser la femme, par exemple, et demander aux parents. Et je reviendrai en 2025 aussi en prenant des registres et des actes de mariage pour prouver qu'en Europe, il n'y avait pas ni de fiançailles ni de mariage entre des petites filles et des gens de 45, 50 ans, 60 ans. Non, ce n'était pas une généralité. Lorsque saint Thomas d'Aquin et bien d'autres se penchent dessus, eh bien, c'est plutôt pour faire comprendre qu'en effet, il pouvait y avoir des arrangements de jeunes de 12 ans avec d'autres qui avaient 18 ans, 20 ans, 25 ans, ce qui est déjà dramatique. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les Mahométans et l'autre bédouin de plus de 50 ans qui se met avec une petite fille de 6 ans et qui nous est bien déclaré qu'en fait, il attend qu'une seule chose, c'est de la consommer. Et pour la consommer, bien, il s'en remet aux règles, en fait, apparemment. Ou alors peut-être qu'il a forcé avant, on ne sait pas. En tout cas, le mariage est arrivé à 9 ans. Qui a décidé que à cet âge-là, qu'elle pouvait être, soi-disant, dans l'acte, voyez-vous? En tout cas, c'est nullement chrétien, ça c'est sûr. Et non, Isaac et Rebecca, 40 ans, et elle, jeune fille, on peut penser peut-être qu'elle avait 12, 15 ans, jeune fille. Et il n'a jamais été question qu'elle soit consommée immédiatement aussi. Voilà, soit dit en passant, mais ça c'est un sujet de 2025, puisque en fait beaucoup se veulent, soi-disant, voyez-vous, d'un intérêt pour l'histoire, et disent donc c'était les morales de l'époque, donc aujourd'hui c'est différent, ça se passe aujourd'hui, je condamne, ça se passe à l'époque, non, c'était les mœurs de l'époque, c'était répandu, je condamne pas. Moi sur le même rang, je les condamne tous. Que ce soit, s'il y a eu quelques chrétiens qui ont fait ça, eh ben je condamne. Charlemagne, je crois qu'il avait dans la trentaine et la petite fille elle avait 13 ans, je condamne et je l'ai déjà fait. Et ce qui se passe actuellement dans les affaires Epstein, P. Diddy ou en dehors, même par des mariages arrangés ou forcés, je condamne également, que ce soit aux States, en Afghanistan et ailleurs, partout dans le monde. Voyez-vous. Mais la différence, c'est que les républiques, fut un temps, ont notamment instauré l'âge apparemment de 11 ans, voyez-vous, en 1800 et quelques, mais en fait c'était 11 ans, d'accord, hors mariage, mais peut-être que j'ai pas étudié la chose, c'était comme aujourd'hui, c'est 15 ans, mais pas avec des adultes. Vous voyez, il faut le consentement des parents, et puis il y a certains critères, il faut pas que ce soit quelqu'un d'autorité, et compagnie, et compagnie. Même si je suis contre tout ça, moi. Pour moi, ça devrait être à partir de 20 ans, 25 ans. Vous voyez, qui est le temps d'une construction, en tout cas, que les fiançailles ne soient même pas sur 2 ans ou 3 ans, que ce soit plus long encore. Il faut que ça éprouve.
voyez-vous. Après, on va nous dire, oui, mais à l'époque, ils mouraient plus vite. Non, 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 des statistiques et de ça sont erronées. On sait ce qu'il en est. Et encore une fois, la République est donc passée apparemment de 11 ans à 13, à 15. Elle voulait refaire un pas en arrière. Heureusement que la population fait bien comprendre que c'est pas du tout dans nos mœurs comme certains voudraient le laisser entendre. Au contraire, on est mobilisé contre ça. On voudrait même que ça soit 17, 18 et compagnie. Donc contrairement à ce que les étrangers font entendre sur les occidentaux, non. Ce n'est pas une pratique répandue. Non, la majorité des parents n'acceptent pas ceci. Donc c'est pas normal. Si ça avait été normal à des époques, ça aurait été transmis et les gens auraient dit que c'était normal. Ce n'est pas le cas. Ok ? Et donc, nous nous apercevons d'une chose, et rapidement, je marque une petite parenthèse même, je l'élargis un peu sur ça, je mets un paragraphe, sur le fait que nous condamnons, la République donc a fait ses évolutions, l'Église qui parlait, voyez-vous, de 12 ans est remontée à 14 ans, il me semble même un peu plus. Mais par contre, les chers et les 4 écoles, même si je ne suis pas expert dans ça, valident ce que Momo a fait. Et disent bien que leur Mohammed en question est quelqu'un à imiter. Puisque c'était apparemment le dernier des prophètes et l'un des meilleurs hommes. Oui. En fait, non. Parce que ce qu'il a fait à l'époque, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait à l'époque, on comprend bien que c'est pas du tout propre. Voyez-vous. Qu'il faut être dérangé pour avoir quasiment la cinquantaine et s'intéresser à une petite fille de 6 ans et attendre qu'une seule chose. En rêver carrément. Et de se dire, oui, c'était elle, je l'ai rêvé. Oui, je dois la consommer, parce que maintenant, elle a sa ménage. Voyez le dérangement un peu. Donc, nous, quand on arrive, occidentaux, chrétiens, ce qu'on veut, on nous dit, donc condamnes-tu ce Mohammed? Bien sûr que je condamne. Mais oui, mais c'était à une autre époque, je condamne. La défense. Oui, mais tu sais, à l'époque, en fait, c'était une pratique répandue. Toi, tu essaies de faire comprendre quelles sont tes preuves qu'il y avait soi-disant des petites filles avec des gens de 45-50 ans. Là, il n'est pas question de petites filles avec, voyez-vous, des gens de 20 ans, déjà. On parle de petites filles avec des gens de 50 ans. Et en plus, je rajoute même pas qu'ils ont un statut, soit de très riche famille, soit, on va dire, de représentation religieuse ou ce genre de choses, d'abus d'autorité. Je rajoute même pas ça. Et sinon, ce serait du sophisme. Donc, on attend les exemples, on les a pas, on nous sort Charlemagne, on montre la différence qui est bien moindre, une trentaine d'années, l'autre elle a 13 ans, elle n'en a donc pas 9, même si c'est assez dérangeant et je condamne. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la défense de ces gens, ils comprennent qu'il y a un gros malaise et donc ils tentent finalement de dire que c'était une norme, t'arrives à prouver que non, c'était pas quelque chose qui était majoritairement fait, d'accord? On n'est pas au-delà des 20, 30, 40, 50%, c'est quelque chose de minoritaire. Et surtout, entre vieux comme ça et petites filles, en Occident, ça n'existait même pas. Ou alors, c'était vraiment épars, peut-être un cas là, 5 cas là, tout au plus. Donc, on revient et on dit, ok, j'accepte pourquoi pas qu'il y ait eu un cas là, 5 cas là. Bah, tu sais quoi, moi, je les condamne. Oui, mais ils étaient chrétiens, je les condamne. Oui, mais saint Thomas d'Aquin, c'est qu'un saint. Je le condamne également si dans sa perspective, dans ce qu'il écrivait, c'était ça. Est-ce que toi, maintenant, tu condamnes Mohammed? Et là, vous voyez, ça c'est un développement hors du corps marché, voyez-vous. Mais tout de même, c'est pour montrer la malhonnêteté de ces gens qui veulent soi-disant ramener à l'histoire et en fait qui ne font que défendre l'abominable, qui vont te dire non mais il n'y a pas de problème, voyez-vous, elle peut avoir ses règles, donc elle est dans une phase de reproduction, regardez le taux de césarienne, en fait ils vont te comparer un groupe de 10 jeunes avec un groupe de 1000 plus anciennes, donc évidemment tu as plus de probabilité d'obtenir des complications dans une échelle plus longue, plus grosse, plus grande si vous préférez. Voyez-vous. Mais ils sont en fait d'un esprit perturbé, prêt à tout. Eh bien, c'est comme ceux du coup qui asservissent les corps. Et pour revenir, puisqu'on était donc sur le sang et la sexualité, pour s'en remettre aussi à ces côtés de la République que l'on dénonce en l'occurrence, pour leur montrer le interdit d'interdire de 68 et toutes les dégueulasseries qui ont suivi, et des Jack Lang, et des Frédéric Mitterrand, et bien d'autres comme ça qui nous ont fait des discours que l'on a condamnés.
Bien avant de s'intéresser d'ailleurs à des sujets de mahométans, de gens d'Arabie Saoudite, comme c'était inscrit dans Principe de population, qui chaque année achetaient des petites filles de 11 ans. On se demande ce qu'ils en faisaient d'ailleurs. Autre sujet encore, voyez-vous, que l'esclavage avec des ventes de femmes à la Mecque. Avant tout ça, on condamnait Frédéric Mitterrand qui se rendait en Thaïlande par exemple, et qui disait au-dessus d'un certain âge c'est dégueulasse. On était contre des Cohn-Bendit qui s'amusaient à la télé à nous raconter les pires atrocités. Et bien d'autres encore, l'affaire du Mamounia. On sait très bien que dans cet hôtel, il s'est passé des choses. On a compris que, on va dire, dans une partie de l'Afrique du Nord, il y avait également du réseautage. Quand on retrouvait l'hôte de Yves Saint-Laurent et compagnie. Donc, ça a été fait à notre échelle, on a dénoncé. Mais les crapuleux dégueulasses sont en fait en train de tenter une sorte d'association pour justement faire une dépravation du sang et également une dépréciation de la sexualité. J'aurais pu dire l'inverse aussi, ça aurait fonctionné. Il est arrivé dès la seconde moitié du 19e siècle que donc ça c'est Foucault qui nous le dit, que la thématique du sang était appelée à vivifier et à soutenir de toute une épaisseur historique de type de pouvoir politique qui s'exerce à travers les dispositifs de sexualité. Le racisme se forme en ce point. Le racisme sous sa forme moderne, étatique, biologisante, toute une politique du peuplement, de la famille, de mariage, de l'éducation, de la hiérarchisation sociale, de la propriété, et une longue série d'interventions permanentes au niveau du corps, des conduites et de la santé, de la vie quotidienne, ont reçu alors leur couleur et leur justification du souci mythique de protéger la pureté du sang et de faire triompher la race. Fin de citation. Ainsi, le corps assujetti est le lieu de l'exercice d'un pouvoir dont les mécanismes s'adressent non seulement à lui, mais aussi, je cite, à la vie, à ce qu'il a fait proliférer, à ce qui renforce l'espèce, sa capacité de dominer ou son aptitude à être utilisée. Fin de citation. Dans les sociétés contemporaines, la politique du peuplement, composition et répartition d'une population sur un territoire, contrôle la reproduction de la vie. Or, dans le système esclavagiste, même si le corps des femmes était exploité pour engendrer de nouveaux esclaves, il n'y avait pas de politique de famille, bien au contraire, et encore moins une valorisation de la maternité comme nous la concevons de nos jours ou comme elle a été comprise par la société bourgeoise, notamment à partir du XVIIIe siècle. Au contraire, les femmes esclaves étant obligées de se reproduire de manière brutale, on peut penser dans les harems ou dans d'autres endroits, la procréation et non la maternité leur était imposée. Vous voyez, on a l'impression de retourner sur le Lebensborn, programme d'Adolf Hitler. Et comme je l'ai dit, le roi rêvait d'une reine pouponnière, et en fait, d'une race soi-disant chérie, elle ne peut fleurir sans lumière, donc il n'en résulta qu'une classe orpheline. Ça, c'était un écrit que j'avais à côté et qui retraçait le livre, justement, de... j'ai plus le nom de la personne. C'était... race orpheline, mais le nom de la femme. Ah, putain, en plus, je l'ai en tête, voyez-vous. Menengard, non, je sais plus. Je crois que c'est un H-O quelque chose. Ostengard, ou je sais plus, enfin, elle avait changé son nom, bref, passons ce détail, mais vous voyez, il y a de la lecture. Comme le dit Emma dans le roman, leur ventre était nécessaire pour porter les bras qui servaient à couper cette canne et récolter le coton. Et leur corps servait, je la cite à nouveau, à noyer la rage et la violence de toutes les brutes, nègres et blancs. Fin de citation. Dans ce contexte, eh bien, l'infanticide, comme l'explique Antoinette Marisol, est un acte de révolte totale, au même titre que le suicide. Donc là, en fait, on voit des mères qui vont tuer leur propre progéniture pour éviter que ces derniers ne deviennent en réalité bio-esclaves. Ce que j'entends par là, c'est esclaves de la biologie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont faits pour être des hommes et aller travailler au champ et rapporter fortune aux gérants, aux maîtres et à tous les autres. Alors après, ça continue. Hein. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon je pourrais vous perdre. On est déjà à combien ? 1h18 ? Bah écoutez, je crois que ça sera la 5e émission. Et on continuera après, hein, vous en faites pas. Déjà, on en a plié 2. Là, on est en train de plier le 3e. Plutôt bien. Je pense être assez efficace là dans ces démonstrations. Nelly Arcane.
La quête de la belle apparence au risque d'une identité brisée. Donc on a Claudine Sagert, Université de Lettres et de Sciences Humaines, Toulon-Var, qui écrit « Dans les pays industrialisés, le culte de la beauté fait des ravages. Ses principaux commandements se résument à être jeune, désirable et aimable. Dans l'histoire de la beauté féminine, la chose n'est pas nouvelle, mais les dérives multiples de la quête d'une belle apparence prennent à l'heure actuelle une importance sans précédent. Les seins, les fesses, les hanches, les cuisses, les paupières et la bouche sont livrés aux compétences de la cosmétique et des chirurgiens. Le corps, transformé en chantier permanent, est réduit à de simples fragments à parfaire. Et le cabinet de l'esthéticien devient, je cite, l'antichambre de toutes les blessures exigées par la beauté. Voilà que le scalpel n'a plus de limite. On recoud, on coupe, on enlève, on ajoute, on ajuste. Blessures qui, quand le résultat obtenu est tout autre que celui escompté, charrient des insatisfactions, je vais arriver avec ce mot, et des drames. Face à ces situations, les politiques de santé publique ne peuvent rester sans réponse. Et on rappellera aussi le nombre de personnes qui partent à l'étranger pour faire des opérations à moindre coût. Et voilà que la peau s'ouvre, et voilà que l'implant dentaire n'a pas fonctionné, et il y a une infection qui se produit. Eh bien, qui prend en charge ? Bingo, la sécurité sociale, donc nous Français, qui assumons les erreurs des autres. Ou encore, quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps, pas de problème, on va lui financer la transition du genre. Quand des Occidentaux, peuples de souche, galèrent, ne serait-ce que pour avoir les opérations de premiers soins. Et ils ont, par exemple, un problème de dents, ils se retrouvent avec une couronne grisâtre, parce qu'ils n'ont pas le pognon. Vous voyez ? Ils ont un problème d'infection à la couronne, maintenant il faut passer à l'implant. Plus de 2000 €, ils n'ont pas ça. Ah bah ils galèrent. Quand l'AME augmente et on dit aux étrangers, mais venez vous faire soigner, on vous prendra en charge. Il y a la CMUC. Ah, vous avez fait des opérations à l'étranger, vous faites des infections, venez, on va vous prendre en charge. Alors évidemment, ils ne vont pas leur refaire les gonflements de lèvres et encore une fois, de nouveaux implants. Mais ils vont quand même coûter à la société. Si le désir de remodelage corporel exige d'ouvrir les têtes avant d'ouvrir les corps, il va sans dire que cela ne peut se faire en dehors d'un espace de parole. Or, l'invitation au dialogue, c'est précisément ce qu'écrivait notre écrivaine Nelly Arcan, qui n'a cessé de proposer dans ses romans cette vision-là, en dénonçant par-delà sa propre expérience l'injonction subie par toutes les femmes d'incarner l'impossible beauté ontologique du paraître. Elle n'a cessé de répéter que dans ce type de rapport au corps, les femmes ne peuvent pas sortir vainqueurs. Elles ne peuvent que sortir du coup vaincues. Et des fois, je refais à ma sauce. Ceci dit, on les voit aussi obligés d'aller s'épiler, toutes les parties du corps, bref, et bien d'autres dictats imposés. Après, moi, je ne suis pas, voyez-vous, à imposer quoi que ce soit, mais voilà, il y a aussi après l'agréable. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la récurrence. Comme elles ont besoin de plein de relations et qu'il faut que ça se répète et être surtout désirable à toute heure, eh bien, au lieu d'avoir une consultation, je sais pas, on va dire toutes les 2 semaines, comme ça repousse tranquillement, non, elles sont obligées d'y aller plusieurs fois. Et elles s'infligent en fait des rendez-vous, elles se mettent de la pression, et en dehors de tout ce qu'il y a à côté, bien évidemment. Être jolie ou l'idéal princesse, c'est ce qui est maintenant mis en place dans cette épreuve. C'est la belle apparence et la chirurgie esthétique. Les contraintes qui pèsent sur les femmes n'impliquent pas seulement la nécessité d'être belle, mais de le rester. Or, outre le fait que la femme s'enferme dans un temps circulaire qui se traduit par la récurrence des mêmes actes quotidiens tels que les soins cosmétiques, le respect de la diététique, l'entretien physique, le yoga et toutes les conneries, et selon les saisons, les régimes et les interventions de chirurgie esthétique, elle est également confrontée à un autre type de rapport à la temporalité. Il s'agit de demeurer immobile pour mourir dans une parfaite silhouette, comme si elle s'était embaumée. Et il y a plein d'autres encore développements forts, éloquents. Mais ça sera pour une prochaine fois. 1h30 à peu près. C'est un très beau format. On se retrouvera pour parler de cette révolution transhumaniste. Donc comment, petit à petit, on met les pieds dans la transformation des corps et on les transforme en marchandises.
les femmes peuvent devenir, comme les hommes d'ailleurs, hein. Il y a aujourd'hui des hommes qui maintenant se maquillent, veulent ressembler à leur filtre. Il y a une panique. Parce qu'il y a des codes instaurés. Attention de ne pas être en dehors des clous. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Je sais plus. C'est pas grave. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées. Et n'oubliez pas, par la chrétienté, la vraie, l'unique civilisation, si je puis dire, celle qui questionne sur la morale, l'éthique, sur ce que nous devons ou non mettre en stand-by, eh bien, c'est la vérité qui nous est assurée. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. Et on se retrouvera certainement pour la 5e émission, avant de rebasculer aussi sur le principe de population, puisqu'il faut avancer sur le sujet, et enfin sur l'esclavage en terre d'islam, et quelque part les sujets se recoupent, comme vous le voyez, et ils ont en tout cas une dimension temporelle dans ce que je fais, un ordre chronologique. À bientôt.